Entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien Corchia, directeur des gestions actions de Mescart Asset Management, et Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclastes. On est sur une 4e hausse d'affilée aujourd'hui sur les marchés. Mine de rien, après déjà un excellent mois d'octobre, ça continue. Le CAC 40 gagne encore 0,8%. On vient frapper la hausse à 1000 points. On est juste 20 points en dessous. Sébastien, cette hausse, elle est amenée à se prolonger, à durer. Vous la sentez saine? Alors, elle va sûrement se prolonger un petit peu. Alors, je parle pas horizon de 3 jours, mais comme il y a des rendez-vous attendus au mois de décembre, naturellement, vous savez, le vieil adage boursier, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Donc, en fait, on est en train d'acheter ce qui devrait être délivré un petit peu plus tard dans l'année. Par la BCE. Par la BCE, et peut-être on en reparlera par la Fed, parce que me traverse une petite idée sur ce sujet. Au-delà de ça, sur le court terme, j'ai quand même un sentiment un peu mitigé, sans vouloir jouer les Cassandres naturellement, mais je trouve que ce marché, dans sa hausse, ressemble beaucoup à celle du tout début d'année, des premiers mois, où en définitive on avait un marché qui avait fortement accéléré, rappelez-vous, une vingtaine de % sur le trimestre, à l'époque je trouvais que ce marché montait avec le frein à main. Alors ça veut dire quoi, monter avec le frein à main? Ça veut dire qu'en fait la hausse n'était pas uniforme, il n'y en avait pas pour tout le monde. Il y avait des groupes de valeurs et puis d'autres qui étaient un peu bannis, entre guillemets, qui n'avaient pas le droit de participer à cette hausse. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous regardez les valeurs bancaires qui ne font rien. Or, généralement, un marché qui monte aussi quand même avec les valeurs bancaires. Ou, à part aujourd'hui, mais les valeurs de matières premières qui restent au plus bas. Et en fait, on est tiré par des pans de la cote qui sont des valeurs que je qualifierais de réservées à des mouvements plus défensifs, celles qui offrent le plus de visibilité, les valeurs dites de croissance. Un exemple qui parle à tout le monde, c'est un titre comme L'Oréal. C'est très parlant pour moi, L'Oréal. Ce titre-là a fait un profit warning il y a environ un mois et demi, se retrouve jeudi dernier au plus haut et bien plus haut qu'au moment du profit warning, et finalement nous annonce des résultats propres à son profit warning décevant. Le titre est sanctionné de 5% et il remonte quasi tout de suite. Et en fait, c'est là où j'ai du mal à comprendre le marché, ou en tout cas je m'interroge sur la force de ce marché, et c'est pour ça que je dis qu'il monte avec le frein à main, c'est-à-dire qu'il prend des valeurs qui le rassurent pour le long terme, mais il ne joue pas les valeurs qui devraient aller avec le thème de Monsieur Mario Draghi va relancer la croissance, etc. Les banques, éventuellement, même s'il y a des problématiques qui leur sont propres, et les matières premières. Il attend que la Chine, éventuellement, parle pour acheter les matières. Et pour vous, tout ça, c'est un point d'interrogation, où vous arrivez à interpréter en vous disant que finalement le marché il monte, mais il monte dans le vide, et sur le fond il n'est pas plus optimiste qu'avant? Alors les techniciens par exemple nous disent que dans ces périodes de hausse on a eu un ratio qui est assez intéressant, qui est le ratio futur sur cash, c'est-à-dire le nombre de futurs traités relativement aux actions. En gros, est-ce que le marché monte de manière un peu synthétique, ou il monte de manière longue et forte avec les titres? Ces ratios étaient très élevés. Ça voulait donc dire qu'il montait plus avec des paniers, des futurs, qu'avec des achats de longue only, si vous voulez. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire, et ça fait pas château de sable, mais c'est pas très solide en fait. Et je serais un peu comme le marché avec le frein à main, et je pense qu'une pause est plus que logique. Bon, Philippe Béchade, sur cette hausse des marchés, qu'on disait, 4e hausse d'affilée aujourd'hui, on sort d'un mois d'octobre record, meilleure, plus forte hausse en 6 ans, et pour autant, il n'y a pas de quoi se réjouir. Je sais pas. Enfin, s'il faut peut-être se réjouir d'un marché qui est un petit peu le pendant d'Alice au pays des merveilles. Le bas, c'est le haut. On a des chats de Cheshire qui s'évaporent, comme les taux d'intérêt. Ils vont rester à zéro éternellement. Voilà, c'est ce que le marché semble jouer. Imaginons qu'on soit un mois en arrière. Je vous fais le pitch. Voilà, mois d'octobre. Alors, bon, la Chine, on va finir par se rendre compte qu'effectivement, il y a certainement pas plus de 5% de croissance. On a de nombreux groupes européens qui font des warnings qui sont pratiquement tous liés au ralentissement de leurs activités en Chine. On a un montant de créances douteuses en Chine qui est probablement pas loin de 30% de l'encours détenu par les banques. On a vu des banques européennes passer des provisions d'ailleurs sur des pertes chinoises. Vous allez avoir au mois d'octobre
Une baisse de 62% du rythme de croissance américain. Le PIB va passer de 3,9 à 1,5. Vous aurez des entreprises américaines qui, pour la première fois, vont annoncer des baisses de chiffre d'affaires et probablement des baisses de bénéfices. Et encore tout ça est masqué par des rachats massifs de titres, sans quoi on se rendrait compte que la situation est encore beaucoup plus critique. Donc maintenant que je vous ai posé tout ça sur la table, je vous le dis, octobre, on fera 16% de hausse en ligne droite. On finira à plus 10, mais en ligne droite, on aura fait 16% de hausse. Et comme on sera sur notre lancée, probablement que début novembre, on fera encore 3-4% de mieux. Autrement dit, vous verrez le CAC 40 à 5000 et vous verrez le Nasdaq 100, alors que les bénéfices baissent. Vous le verrez battre son record, je vous le dis, le 3 novembre prochain. Vous me réinvitez pas, vous dites ce gars il est dingue. C'est un malade. C'est pourtant ce qui s'est passé. Et voilà, hier soir, nous avons le Nasdaq 100 qui bat son record absolu. Donc les cours de bourse n'ont plus aucune espèce de relation avec l'économie, avec même les perspectives. Je ne parle même pas de la bourse qui regarderait dans le rétroviseur. Je vous parle, moi, dont se tourne vers l'avenir. Y aura-t-il plus de croissance aux États-Unis en 2016? Probablement pas. Probablement pas parce que les quantitative easing sont des échecs. Et je parie que Sébastien pense que la Fed réfléchit aujourd'hui davantage à faire un QE4 qu'à remonter ses taux en décembre. On va en parler dans un instant. Juste, vous n'avez parlé que des éléments négatifs sur la macroéconomie. Il y a aussi des éléments positifs qui expliquent, malgré tout, cette non, ça explique pas. Ça explique pas. Les bons indicateurs européens, alors, la BCE qui se montre toujours plus parce que c'est un échec. Pourquoi la BCE va en rajouter? Parce que 60 milliards, ça suffit pas. Mais vous avez au Japon un QE de 50 milliards d'équivalents euros chaque mois. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'Europe, de l'eurozone, il faudrait que la BCE mette entre 220 et 240 milliards chaque mois. Mais ça ne marche pas au Japon. Donc même on triplerait le QE en Europe, que ça ne marcherait pas non plus. Mais on va continuer. On va continuer. Vous avez des ventes de voitures neuves en Europe qui sont en nette hausse depuis plusieurs mois. Mais bien sûr. Les indicateurs de confiance des investisseurs. Vous avez vu les publicités? Acheter une voiture pour 150 € par mois, sans aucune condition. Pas d'apport initial, aucune condition. Vous avez ça aux États-Unis aussi. Autrement dit, aujourd'hui, on est en train de faire avec l'automobile ce qu'on a fait avec les subprimes en 2005, 2006, 2007. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter une voiture sans apporter aucune espèce de garantie, ni aucun apport initial. Les chiffres de la consommation sont positifs en Europe. Et ça se traduit aussi à travers les chiffres d'affaires des grands distributeurs. Les chiffres de la distribution sont justement dopés par la hausse des ventes d'automobiles. Si on segmente bien durable et bien de consommation, vous verrez que la consommation est faible. Les chiffres de Casino, ils sont pas dopés par les ventes de voitures automobiles, Philippe Béchade. Ils sont bons, en France particulièrement. Pareil pour Carrefour. Vous avez Mark & Spencer qui a publié de bons chiffres et effectivement encore ce matin. Et vous avez Walmart qui fait un profit warning massif. Bon. Il y a aussi les hausses de salaire chez Walmart. Enfin, voilà. Le sujet est complexe, on va dire. Le sujet, il est aussi Sébastien. Un sujet d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a deux données qui sont très favorables, j'allais dire mathématiquement, et donc qui génèrent des flux. Deux données qui sont favorables aux actions européennes. La première, c'est ces taux bas. Taux longs, je parle, et taux courts qui sont zéro, mais taux longs qui sont bas et qui vont le rester et qui donc plus que jamais rendent les actions attractives qui, elles, offrent encore du rendement. Donc ça, c'est une explication de déplacement de flux, de masse. Actions, et ce qui explique d'ailleurs aussi que les banques souffrent, parce que dans leur métier de transformation taux court, taux long, elles n'ont pas grand-chose à gagner. La deuxième explication, c'est, et là ça nous amène à la Fed après, la deuxième explication, c'est le dollar, qui ne cesse de progresser et qui est quand même favorable aux actions européennes, en tout cas qui rendent les actions européennes attractives pour un investisseur américain. On est passé en quelques jours d'un euro pour $1,15 à 1,0922. Oui, sur du wording, c'est-à-dire sur de la déclaration de Monsieur Draghi. Mais là, pour le coup, effectivement, vous avez quelque chose qui est favorable, ce qui explique d'ailleurs en partie la hausse de certaines valeurs, indépendamment des profit warning, etc. La hausse un peu mécanique de certaines valeurs dites dollars. Je citais L'Oréal tout à l'heure, son étude, mais on pourrait citer les retours sur les plus hauts des valeurs de luxe ou des valeurs d'aéronautique, si vous voulez. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette hausse du dollar face à l'euro, la Fed va la laisser se prolonger? Est-ce que la Fed va encore reporter sa hausse de taux là au mois de décembre? Est-ce que c'est un autre fait qu'il va falloir anticiper sur les marchés? Moi, je commence à me poser une question sur le sujet parce que effectivement, j'ai du mal. Autant je peux expliquer la hausse des actions européennes et j'y mets un bémol sur un peu cette construction un peu rapide, mais autant je peux l'expliquer par les flux et notamment par le dollar, autant ce dollar est pénalisant et on l'a vu dans les publications
publications de résultats quand même relativement mitigés aux États-Unis, et que vu dans les publications de résultats quand même relativement mitigés aux États-Unis, et que là c'est plus compliqué d'expliquer que le S&P retrouve ses plus hauts, en tout cas avec cette donnée dollar. Alors forcément le dollar progresse parce que d'un côté on se dit ils vont remonter les taux, de l'autre côté ils vont cesser de les baisser. Je crois que les marchés vont un peu trop loin sur le sujet en fait, et que oui elle va remonter les taux parce qu'après avoir dit je les remonte pas, elle est obligée d'acter pour sa crédibilité. Là où la surprise peut être un petit peu plus grande, c'est de dire je les remonte, mais par contre 2016, vu comment ça se profile, et je vous rappelle les chiffres un peu mitigés, macroéconomiquement parlant aux États-Unis, notamment le PMI industriel à 50, en dessous c'est mauvais signe. Elle peut être tentée de dire je le fais, mais alors par contre pour l'année 2016, je grossis le trait naturellement, mais pour l'année 2016, ce qu'on avait peut-être imaginé, etc., le rythme de progression de remontée des taux, ça sera pas celui-là. Et là, je pense que la mécanique se retourne et le dollar est dans ces points bas. Je pense que l'élastique dollar-euro, il est tiré un peu à l'extrême à court terme, si vous voulez. Oui, enfin bonjour la crédibilité. S'il s'agit d'annoncer une hausse de taux pour ne pas poursuivre sur une deuxième hausse de taux derrière, à quoi servirait la première? À restaurer. Est-ce que ça c'est bon pour la crédibilité de la Fed? Non, mais elle a déjà la crédibilité, elle en a pris un coup, et à restaurer en fait. Le peu qu'il lui reste. L'erreur qu'elle a fait de ne pas les remonter au mois d'août. Alors après on dira que c'était peut-être pas une erreur, mais on peut avoir un avis là-dessus. L'erreur est de se dire oui, on va poursuivre, mais très modérément. Et là, vous verrez que le dollar arrêtera de progresser, parce que je pense que les marchés sont sur le grand écart. D'un côté, ça va remonter selon les prévisions qu'on avait en tête, et de l'autre côté, QE4, ça reste à zéro. Comment? Pas de QE4. Non, pas de QE4, mais en fait, entre les deux finalement. Pas de remontée des taux comme on pouvait l'imaginer, pas de QE4, mais statu quo. Ouais. Cette baisse de l'euro spectaculaire, c'est vrai, face au dollar, ou cette hausse du dollar spectaculaire face à l'euro, elle va se poursuivre ou pas, Philippe? Est-ce qu'on peut réimaginer une parité là dans les prochains mois entre l'euro et le dollar, ou la Fed va tout faire pour éviter ça? Comme vous le savez, la prévision de la parité euro-dollar, euro-yen ou dollar australien, c'est un des domaines les plus difficiles. C'est très compliqué. En ce qui concerne la politique monétaire de la Fed, Madame Yellen perd de la crédibilité. Bon, au mois de juin, il y a la crise grecque qui repointe le bout de son nez, l'euro qui décroche, donc c'était pas le moment de remettre un coup sur les taux pour doper encore plus le dollar. Ensuite, on a la Chine qui se met à dévaluer fin août. Alors bon, c'est pas non plus le moment. Bon, elle a été victime, effectivement, on va dire un petit peu des circonstances, mais elle est surtout victime d'une chose, c'est qu'à un moment, on se rend compte que les taux zéro, on ne peut pas en sortir. Nous en sommes aujourd'hui au 81e mois. Au mois de décembre, si jamais elle faisait quelque chose, on en serait au 83e mois. Tout ça pour annoncer que de 83 à 100, on fera plus rien. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus de politique monétaire. Elle va faire un geste uniquement parce qu'elle veut honorer une parole. Voilà, on est dans la verbalisation de la politique monétaire. En fait, Monsieur Dudley l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, la politique monétaire américaine, elle est market dépendante. C'est-à-dire que la Fed trade le Nasdaq 100 avec grand succès puisqu'on le revoit à son zénith historique. La Fed tient le discours qui plaît au marché. C'est pas du tout parce qu'elle juge que la politique monétaire de la Fed est pertinente, c'est simplement parce qu'en ce moment, elle a envie d'entendre ça. Donc, la Fed délivre le discours que le marché a envie d'entendre. Ensuite, les conséquences, elles sont pas celles qu'on attend, mais c'est pas grave, on trouvera un nouveau discours, on inventera un nouveau langage. On est dans le novlangue en permanence, je vous parlais tout à l'heure d'Alice au pays des merveilles. Le haut c'est le bas et les taux qui vont monter vont se transformer en fait en taux qui ne bougeront plus. Enfin, on est dans quelque chose où effectivement on se rend compte que les banques centrales ont totalement perdu la main. On avait simplement fait semblant de croire qu'elles l'avaient. On a fait semblant, mais aujourd'hui on ne fait plus semblant. Bon, on sent que c'est de moins en moins tangible sur les banques centrales, qu'il y a de plus en plus de points d'interrogation. Le tangible, il faut du coup aller le chercher dans les publications des entreprises. C'est ça aujourd'hui qui, vous, le gérant que vous êtes, Sébastien, vous guide dans vos choix d'allocation là en ce moment? Oui, parce que quand vous regardez au niveau où on vient sur un CAC 40 à 5000 points, vous retrouvez un niveau de cherté relatif qui est quand même non négligeable. Alors je vais vous prendre un autre indice beaucoup plus large qui va plus être, je dirais, un bon benchmark, c'est le Stoxx 600.
donc 600 plus grosses valeurs européennes. Il y a 2 jours, ça se payait 15,2 fois, c'est-à-dire que ça se payait juste en haut de l'été, si vous voulez. Et pourquoi? Parce que d'un côté, les marchés ont remonté, de l'autre côté, les analystes ont un peu tassé quand même leurs prévisions. Donc il y a un petit écart négatif qui rend le marché cher et que aujourd'hui, ça amène à un petit peu de prudence. Alors, certains vous disent oui, il peut être cher en absolu, et regardez, il l'est avec les publications moyennes. D'autres vous disent non, il n'est pas cher parce que comme les taux sont à 0, en définitive, la prime de risque est extrêmement favorable. Maintenant, oui, je continue de regarder les publications, et comme je vous le Quelles sont les publications qui vous rassurent, que vous jugez encourageantes pour la suite, et dont vous estimez qu'elles concernent des groupes qui ne sont pas trop chèrement valorisés en bourse? On a eu une très bonne publication, par exemple, ce matin d'Atos, qui donne vraiment des perspectives, et de l'autre côté, je vous citais des valeurs type L'Oréal, etc., qui me donnent pas aujourd'hui, outre le côté spéculatif, qui me donnent pas du tout envie d'être acheté. Donc finalement, le danger, c'est de faire collection des titres qui vous semblent pas chers. On appelle ça la deep value, la value qui reste value pendant des années. Mais j'ai envie de pas me faire prendre au piège d'aller sur les valeurs qui sont chères et qui ont délivré des résultats moyens. Et puis entre les deux, il y a des choses que j'arrive pas à expliquer. Vous avez des titres comme Saint-Gobain qui font des publications qu'on peut juger très moyennes, qui perdent 6% le matin et qui 3 jours plus tard sont au-dessus. Bon, ça c'est la zone un peu inconnue que j'évite de... Et pour vous, la zone la plus connue, celle sur laquelle vous êtes le plus prêt à cheminer, ce sont les titres comme Atos, par exemple. Alors les titres de technologie en tant que telle, type Atos ou informatique, etc., me paraissent relativement attrayants. Les titres de médias ont prouvé que la publicité, ça avait quand même un petit peu de mal. Tout ce qui est bâtiment infrastructure se tient pas mal. On a vu des Vinci, des Eiffage, dans d'autres sujets, des Eurotunnel. Machine à cash, dit Philippe Béchade. Mais alors j'ai juste un sujet, c'est les banques qui sont intéressantes, moi je trouve, mais qui ont du mal, et on le voit. Profiter qu'elles aient du mal pour y aller parce qu'elles ont de belles perspectives grâce à la BCE. Je pense en tout cas que la BCE fait tout pour qu'elle relance le côté crédit et puis va leur profiter. Et puis alors on en parlait tout à l'heure avec Cédric, il y a les introductions en bourse qui sont pour l'instant un raté sur le marché. Oberture qui reporte à son tour son introduction en bourse à la Bourse de Paris. 10 heures après 10 heures. Ouais. Comment vous l'interprétez? On a un marché merveilleux. Chaque jour, on peut payer plus cher. Effectivement, taux d'intérêt zéro, donc potentiel de hausse des PER infini. C'est le zéro et l'infini. Mais ça fait quand même 6 ans qu'on est dans cette dialectique. Et chaque semaine, on nous le ressort, etc. Ça reste vrai, mais ça reste de plus en plus imbécile. En ce qui concerne Oberture et Deezer, on est dans un marché où on semble être prêt à tout payer, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas vraiment d'argent. Vous regardez les volumes quotidiens, ce sont effectivement, et Sébastien l'a dit, ce sont des paniers. Oui. Et qu'est-ce qu'on a vu là remonter rapidement? On a vu Renault prendre 38% one shot en 4 semaines, 38%. Parce qu'il est dans les bons paniers. 23, 24%. Alors qu'un groupe qui s'introduit en bourse n'est pas dans les paniers et donc peut pas profiter de cette hausse des marchés. Oui, et puis vous voyez, alors là on a cité deux valeurs, mais vous en avez pas seulement en France des introductions. Vous avez par exemple Hapag-Lloyd qui a reculé, filiale de TUI qui a reculé. Donc là on n'est pas dans le domaine de l'internet ou de la technologie, qui a reculé, qui est revenu finalement en disant j'en demande moins et moins cher. Ça prouve, et là ça va un peu dans le sens d'un marché que les gérants long only, ceux qui achètent des titres avec un certain horizon, considèrent comme cher. Donc oui, ça vous donne une indication de relative cherté du marché. Deux, il y a un passé récent, je vous rappelle, où les introductions se sont pas forcément très très bien passées. Je vous redonne Europcar et Lys par exemple. Donc showroom privé la semaine dernière. Showroom privé, première cotation. Il n'y a pas de véritable fonds acheteurs dans ce marché, et le biais qu'apportent les banques, qui sont peu chers, et ça a été très bien dit, fait que si on remettait les niveaux de valorisation des banques
à peu près à ce qu'elles étaient lors des précédents pics du CAC 40. Et je vous rappelle que quand on prend le Global Return, on était à 9 980 en septembre 2000 et à 10 700 en l'été 2007. On aurait un PER moyen avec des banques affichant les mêmes niveaux de valorisation qui serait aujourd'hui supérieur à 17,5. Et donc là, on s'aperçoit que le marché est effectivement très cher. Merci messieurs, Philippe Béchal et Sébastien Corchia pour ce face-à-face. On vous souhaite une bonne suite de séance. Et à tous les deux. Et pour le moment, on est toujours sous les 5000 points, 4982 points à l'heure actuelle, plus 0,9% à Paris. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Événement sur BFM Business, les BFM Awards 2015, la cérémonie incontournable de la vie économique française, le palmarès. Award de l'entrepreneur BFM de l'année, Octave Klaba, fondateur d'OVH. Prix spécial à Saint-Gobain, au créateur Jean-Paul Gaultier et à Michael Dell, fondateur de Dell. Retrouvez tous les lauréats de la 11e cérémonie des BFM Awards sur bfmbusiness.com. Nouveau Renault Espace, voiture officielle des BFM Awards 2015.